Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Nous sommes en Allemagne. Le pays s'apprête à élire un nouveau parlement, des élections qui seront suivies avec beaucoup d'attention. Nous ferons le point sur les enjeux économiques de ce scrutin et bien sûr la position clé de l'Allemagne dans la zone euro. Nous parlerons du modèle économique allemand avec Jim Schnabe, co-PDG de SAP, une des plus grandes multinationales du pays. Gros plan sur les exportations, l'immigration et la politique de l'emploi, un facteur qui est souvent considéré comme crucial pour le succès de l'économie allemande et en même temps demeure controversé. Aujourd'hui, quand on pense à l'Allemagne, deux choses viennent tout de suite à l'esprit. Le boom des exportations et l'excédent budgétaire. Le pays a déplacé des montagnes pour assurer l'équilibre entre sa croissance et la balance des paiements. Sébastien Le Belzic analyse l'impact de la crise de la zone euro et le ralentissement économique mondial sur les exportations allemandes, ainsi que la possibilité d'augmenter la demande intérieure et donc les importations. Ingolstadt, la plus grosse usine d'Audi au monde, 35 000 salariés, plus de 550 000 véhicules par an. Une voiture sort de cette usine toutes les 30 secondes. Le symbole de la réussite allemande sur les marchés extérieurs, BMW, Mercedes et Audi exportent 80% de leur production. Et malgré la crise, les ventes ont encore augmenté de 12% l'an dernier. Le ralentissement en Europe est largement compensé par la progression spectaculaire aux États-Unis et surtout en Chine. Nous avons notre marché aux États-Unis, en Chine ou en Asie et en Europe. Le ralentissement en Europe nous affecte tous, mais en même temps, si vous avez une bonne position à l'étranger, vous serez capable de passer au travers d'une telle crise. Véhicules et pièces détachées ont représenté 18% des exportations totales en 2012. Derrière ces chiffres flatteurs se cache une mécanique implacable. Dans cette usine de Bavière, chaque geste est pensé et analysé. La flexibilité du travail est au cœur du processus de production. Nous avons près de 200 modèles de planning. Ça dépend de chaque situation personnelle. Quand souhaitez-vous commencer à travailler? Pendant combien de temps? Et comment concilier vie professionnelle et vie privée? Résultat, pour la 4e année consécutive, Audi est en tête des marques où les Allemands rêvent de travailler. Ingolstadt est la ville d'Allemagne avec le plus bas taux de chômage. Audi a signé un accord pour le maintien de l'emploi jusqu'à la fin de l'année 2018, de quoi garantir la paix sociale pour les 68 000 employés du groupe. C'est avec IG Metall que la direction du groupe doit composer. Avec 2,4 millions d'adhérents, c'est le plus important syndicat d'Europe. Il représente notamment les intérêts des ouvriers de l'industrie métallurgique et du plastique, très puissant donc dans le secteur automobile où il incarne ce modèle de la cogestion. Chez nous, en Allemagne, il y a un standard. Chez nous, il y a un syndicat pour une société. En Italie, par exemple, ce n'est pas le cas. Et un syndicat ne représente pas une société. Mais là-bas, il y a 2, 3, 4 syndicats. Et chacun a des intérêts différents. Cette fois, les syndicalistes se retrouvent à Berlin pour discuter de leur plan d'action des prochains mois. Congés, temps de travail, rémunération, tout est négocié ici entre représentants du personnel avant d'être présenté aux directions des entreprises. Un principe de consensus exemplaire. Résultat, les ouvriers allemands font 10 fois moins grève que leurs voisins français. Avec nous à présent Jim Schnabe, c'est le co-PDG de SAP, l'une des plus grandes multinationales de logiciels au monde. C'est aussi la 4e entreprise allemande en termes de capitalisation boursière. Jim, à votre avis, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour des entreprises telles que la vôtre, la crise de la zone euro ou le ralentissement économique mondial? Pour moi, sans aucun doute, le ralentissement de l'économie mondiale, parce que la crise dans l'eurozone, bien que regrettable, était nécessaire. Mais c'était un problème à court terme, alors que le ralentissement de l'économie mondiale est un problème à long terme, qui exige un fort leadership économique. La situation financière dans la zone euro était plus politique. L'économie allemande est-elle en train de changer? Eh bien, nous avons vu que l'Allemagne était un peu la locomotive de l'Europe, même pendant la crise.
Une des raisons à cela, c'est l'excédent budgétaire qui est, je pense, nécessaire. Lorsque vous gérez une entreprise, vous avez besoin d'un excédent. Il en va de même pour un pays. Il doit être capable d'innover et d'investir dans des domaines qui généreront la croissance future. Si vous regardez l'Allemagne, le pays est en mesure d'être compétitif, même dans le secteur manufacturier. C'est une des raisons pour lesquelles le pays est resté leader en Europe. Dans le débat autour de l'euro en Allemagne, Angela Merkel a défendu la monnaie unique et a mis en évidence ses avantages. Par exemple, pour l'Allemagne, de faire partie d'un marché ouvert, plus grand que celui de l'Allemagne seule. Ça montre combien il est important de se serrer les coudes dans ces moments difficiles en Europe et d'encourager un marché ouvert, même un marché numérique sur lequel il est important, à mon sens, de stimuler l'innovation et la croissance pour l'avenir. Parlons à présent de la balance des paiements, un sujet très important dans cette édition. La balance des paiements d'un pays est un état statistique qui retrace sous une forme comptable l'ensemble des flux de biens réels, d'actifs financiers et monétaires entre les résidents d'une économie et les non-résidents. En dépit de son appellation, la balance des paiements n'a pas vocation à rendre compte des paiements mais des transactions. C'est une balance équilibrée, chaque transaction ayant une contrepartie financière, une variation d'avoir ou d'engagement. Par exemple, une exportation ou une cession de titres par les résidents donne naissance en contrepartie à une augmentation de leurs avoirs liquides ou une diminution de leurs engagements, comme un remboursement d'avances précédemment obtenu auprès de banques non résidentes. À l'échelle nationale, la balance des paiements permet d'évaluer la situation commerciale et financière d'un pays vis-à-vis de l'étranger et constitue donc un élément essentiel de la comptabilité pour calculer par exemple le PIB d'un État. Nous savons que le nombre de chômeurs augmente en Europe, mais ici en Allemagne, le taux d'emploi a atteint des niveaux records. C'est presque un revirement, car il y a une décennie, le pays était appelé l'homme malade de l'Europe. Regardons de plus près les mesures clés qui ont contribué au miracle de l'emploi en Allemagne. 28 ans, trilingue, licence d'université et sous-payé. Le CV d'Adam Finis se résume à son mini-job, 450 € par mois pour 20 heures de travail par semaine dans ce bar de Berlin. Parlant 3 langues et ayant une expérience dans le secteur des services, c'était assez facile à trouver cet emploi. Je pense que pour quelqu'un venant dans ce pays, le travail le plus facile à trouver, c'est un mini-job. Comme lui, ils sont 7 millions en Allemagne à avoir ce que l'on appelle un mini-job. Dans ce pays sans salaire minimum, tout est bon pour faire baisser le coût du travail et le chômage. Un contrat qui n'en a que le nom puisqu'il n'offre aucune garantie aux salariés qui peuvent être licenciés du jour au lendemain. Aucune assurance non plus, ni droit à la retraite. En contrepartie, il n'y a pas d'impôt, mais c'est surtout l'employeur qui en profite. Nous, on ne fait travailler que des mini-jobbers parce que nous sommes une petite entreprise et que l'on ne peut pas se permettre d'avoir des emplois permanents, car les charges sont trop élevées. 7 € de l'heure, c'est le prix à payer pour cette flexibilité maximum du marché de l'emploi. Une situation que critiquent de nombreux syndicats. C'est une perversion que l'Allemagne soit un des pays les plus riches d'Europe, mais le pays avec le plus fort taux de travailleurs précaires. Nous avons le plus de gens parmi ceux qui travaillent avec des emplois précaires, c'est-à-dire des mini-jobs et des emplois par intérim. La flexibilité de l'emploi n'a pas mené à un décollage économique. La flexibilité de l'emploi a juste distribué les heures de travail autrement, mais au prix d'une division du marché de l'emploi. Il y a ceux qui travaillent beaucoup et longtemps et ceux qui travaillent peu d'heures et ont un salaire très bas. Les jeunes, les femmes et les étrangers sont les premiers visés par ces mini-jobs qui célèbrent cette année leur 10e anniversaire. Un quart des travailleurs allemands gagnent moins de 9,50 € de l'heure. Et l'Allemagne est ainsi devenue le second pays en Europe derrière la Lituanie qui compte la proportion la plus importante de travailleurs pauvres. Toujours avec nous, Jim Schnabe, co-PDG de SAP. Restons sur le thème du travail et de l'emploi. Beaucoup de gens veulent copier le modèle allemand. En tant que PDG, pensez-vous que cela peut vraiment aider les entreprises ?
Il ne fait aucun doute que l'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a réussi, c'est qu'il y a eu un énorme investissement dans l'humain. Il existe deux modèles, l'apprentissage et un niveau d'instruction élevé. Bien sûr, dans les domaines de l'entreprise orientés vers l'avenir comme la nôtre, c'est là que les compétences numériques sont nécessaires. Donc ce modèle fonctionne et je pense qu'il peut être copié. Vous êtes dans une position tout à fait unique. Vous êtes un immigrant européen avec des grandes compétences en Allemagne. Beaucoup de personnes se demandent s'il y a un manque de compétences. Je pense que nous vivons une transition importante de l'ère industrielle au numérique. Tout peut être repensé dans un monde numérique où nous pouvons nous connecter avec des milliards de personnes. À bien des égards, nous accélérons cette étape grâce à nos solutions. Notre problème, c'est qu'elles n'ont pas les compétences de l'ère numérique. Et c'est sur cela que l'accent doit être mis. Nous formons 100 000 chômeurs aux compétences numériques. Évidemment, en tant que société, nous nous engageons dans l'éducation et nous croyons que c'est la transition que l'Europe doit prendre pour créer de la croissance et de l'innovation. Quelle va être la clé de ces élections d'un point de vue économique ? Je pense que le principal problème est le chômage. C'est le problème que nous devons résoudre, non seulement par la politique, mais aussi en tant qu'entrepreneurs. Je pense que les accords commerciaux entre les grandes régions sont un sujet central. À mon avis, dans un monde qui voit sa croissance ralentir, la bonne réponse n'est pas de fermer, mais d'ouvrir les marchés. Par conséquent, nous avons besoin d'encourager la signature de ces accords. Enfin, bien sûr, il y a la question des impôts. Personnellement, je pense que nous allons de l'optimisation du travail vers plus d'optimisation des ressources. Parce que le monde a besoin de croissance pour grandir, mais n'a pas les ressources nécessaires. Nous devons prendre soin des ressources de manière plus efficace. Jim, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève ce numéro sur l'Allemagne à la veille d'élections cruciales cette année. Dans notre prochain numéro, nous parlerons de la politique monétaire et comment elle nous impacte. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.